Il y a un micro si tu veux. Elle existe déjà parce que quand Benjamin, c'est l'auteur de départ, c'est Benjamin. C'est que Benjamin s'appuie quand même sur le cinéma des années 20. Il faut savoir que le cinématographe n'a jamais été aussi puissant que dans les années 20. Charlot, Chaplin, était connu dans le monde entier. Enfin là, il fallait qu'il y ait quand même un peu de... Enfin, quoi qu'à l'époque, non, il y avait des manivelles. Et même les bons pères missionnaires ont fait des projections de Charlot en Afrique, etc. Donc, à part quelques coins très reculés, et encore, il fallait qu'il n'y ait pas de missionnaires, ils ont très vite utilisé les images, comme ils le faisaient dans les églises, etc. Charlot était connu mondialement. Il n'y a pas une vedette aussi importante. Donc, quand la notion d'industrie culturelle est créée, il ne faut pas s'imaginer faire un anachronisme. Le cinéma est très puissant. Moi, j'avais eu un mémoire de maîtrise il y a longtemps qui était amusant. Il disait le cinéma entre le Bénur de Fred Niblo de 1928 et le Bénur Chant du cygne des grands studios hollywoodiens 1958. Puis ensuite, on rajoute la nouvelle vague qui accompagne le moribond. Voilà. Et Godard qui tire la sonnette d'alarme en disant, bon, je plaisante, mais en même temps, ça y est, le cinéma est mort. Il faut faire attention, non, le cinéma, à l'époque, n'a jamais été aussi puissant que dans les années 20. C'était vraiment... Parce qu'ensuite, il n'y a pas encore... Bon, après, il va y avoir le média dominant, bon, c'est la radio. Et puis ensuite, la télé. Mais la télé, c'est, bon, toujours plus vite aux États-Unis, mais c'est quand même beaucoup plus tardif. Le média, par exemple, sur lequel réfléchit le plus Adorno, à un moment, c'est la radio. Vous voyez ? Donc, oui et non. C'est-à-dire que... Alors, quant à la réflexion générale sur la... Bon, j'insiste un peu lourdement, même si je ne réponds pas là, complètement directement à votre question. La crise de la rationalité, c'est une crise massive, pas seulement, comment dire, chez les philosophes. Hein, vous la trouvez aussi chez les poètes, vous la trouvez aussi chez les grands écrivains du siècle, Musil, et quand vous avez cette idée. Et je répète, le premier qui va faire une alerte, si on parlait le langage moderne, c'est Nietzsche, un des premiers. Alors, là, vous avez dit, dans la première partie de votre intervention, quelque chose qui est tout à fait en phase avec eux. Vous avez suggéré, c'est l'industrialisation de l'humain. La Kulturindustrie est une des facettes de l'industrialisation de l'humain. Il y a une école de pensée. Moi, je dirais que, d'emblée, je vais dire, tiens, Adorno a sans doute tort sur le cinéma, parce qu'il aurait dit des bêtises sur Jean Rouch, qui est une de mes idoles, et pas seulement parce que Jean Rouch a travaillé à Paris-Ouest. Mais je suis fondamentalement très intéressé notamment par le cinéma anthropologique. Les anthropologues, ou les ethnographes, comme s'appelait lui-même Jean Rouch, nous ont montré qu'il y a humain quand il y a un certain traitement de la mort. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus les cadavres des morts mangés par les animaux. Et même, on commence à ériger des embryons de religion, des graffitis dans des grottes, etc. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est la culture en tant que système à la fois de communication, mythes fondamentaux. Enfin, je vous renvoie à tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Donc, la Kulturindustrie, c'est quand même qu'à un moment donné, on va industrialiser l'humain. Alors, Auschwitz, c'est quoi ? Parce que souvent, alors moi, c'est intéressant, parce que dès que vous dites juif allemand, maintenant dans un auditoire en université, vous avez toujours quelqu'un qui est un Rwandais qui lève la main, à juste titre, en disant, mais monsieur, alors je connais particulièrement, parce que j'ai des amis rwandais qui m'ont expliqué, les Tutsis, etc. J'ai dit, attention, ne mélangeons pas tout. Il ne s'agit pas de défendre, parce qu'il y a une espèce ensuite d'antisémitisme à rebours. Ne mélangeons pas tout. Un être humain vaut un être humain. Il y a dans l'histoire du XXe et aujourd'hui au début du XXIe des trucs abominables. En quoi Auschwitz est-il remarquable ? Bon, c'est pas parce que, bien sûr, c'est parce qu'on a tué X millions, même si les révisionnistes veulent dire qu'il y en a 1000 de moins, 1000 de plus. C'est parce qu'il y a eu des usines de la mort. Parce que ça a été réfléchi, qu'on a construit des endroits avec des lieux où on brûlait les gens, et où on a construit même, pour le prendre avec toute la distance, des produits dérivés. Donc des gens arrivent, s'ils sont un peu valides, on les utilise. Les gens, tant qu'ils n'avaient pas la diarrhée avec le sang, on les mettait. Bon, après, hop, on les mettait à la chambre à gaz. Donc là, vous avez effectivement cette industrialisation. Il y a eu des massacres épouvantables à la fin du XXe siècle, qui sont aussi épouvantables humainement. La seule chose ici, c'est que c'est quelque chose qui est rationalisé. Bon, c'est ça qui fait
si on peut dire, entre guillemets, l'originalité. Vous voyez ? Donc c'est une rationalisation de la mort, des usines de mort. Quant à la Kulturindustrie, c'est une usine, une industrialisation du vivant sur ce qu'il devrait avoir, là encore, de plus humain. C'est pour ça que moi je me tourne vers les anthropologues, qui pour moi sont des partenaires très importants. Ils nous apprennent quand même que les gens, les artisans, ou les griots en Afrique, etc., faisaient un certain nombre de choses. Là, tout d'un coup, alors ça, on le verra peut-être ultérieurement, une diapo, c'est qu'on va basculer de quelque chose qui relèverait rapidement de art et tradition populaire, ce qui n'a rien à voir avec l'industrie de la culture. C'est-à-dire des gens qui vont créer des usines, comme à Hollywood, pour fabriquer des produits pour le peuple, en utilisant dans la musique, par exemple rock, etc., des agents, si on veut utiliser ce terme-là, qui viennent eux-mêmes du peuple. Pas toujours. Les Beatles venaient de milieux populaires. Donc effectivement, vous avez un certain nombre d'entreprises qui vont industrialiser. C'est pour ça que le mot industrie culturelle dans sa traduction française est quand même à reprendre au singulier, tout simplement parce qu'il met bien en évidence cet oxymoron, pour reprendre la rhétorique, qui est une opposition. C'est pas seulement une opposition dans les termes, c'est que industrie culturelle, ça veut dire, et là vous l'avez suggéré, industrialisation de l'humain. La critique tient bien en ça, c'est-à-dire c'est une critique de la rationalité économique de l'industrie, d'autant plus de l'industrie qui concerne la culture, face auquel peut-être on comprendrait mieux le concept d'art authentique, de sa défense de l'art authentique. Est-ce qu'on peut dire quelques mots là-dessus parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu choquant d'entendre art inférieur, art supérieur, art inférieur, art pour le peuple ou art savant. Toutes ces notions-là, aujourd'hui, comment on peut expliquer cette défense de l'art authentique face à cette Kulturindustrie ? Alors moi j'avais mis quand j'essaie, parce que souvent les étudiants me posent la question, cette histoire d'art authentique, effectivement, je précise qu'Adorno a lui-même écrit un bouquin qui s'appelle Jargon de l'authenticité, pour montrer qu'il n'était pas dupe de ce caractère authentique. Le problème, c'est que chez Adorno, il y a à un moment donné la volonté, et qu'on ne confonde pas tout dans un même panier. C'est-à-dire que tout serait de la culture. La publicité a même sa culture pub depuis, d'abord sur la 6, maintenant on peut la retrouver sur une autre chaîne de la TNT. Tout devient culture. Alors là, il dit à un moment donné, non, il faut quand même qu'on sépare ce qu'autrefois d'ailleurs, c'est là où il faut faire attention, parce que sinon on pourrait rétrograder Adorno comme un auteur, un peu comme Duhamel en France, mais le Duhamel écrivain, etc., du début du XXe siècle, quelqu'un qui défendrait la haute culture, etc. Alors, moi, au lieu de culture authentique, il y a un mot qu'utilise aussi, c'est art savant. Alors, le mot art savant me semble plus intéressant, et je vais dire pourquoi. Il y a dans la tradition philosophique, vous savez, une espèce de jeu de médiation entre la philosophie, les sciences, la morale, etc., au travers de 3 catégories, le bien, le beau, le vrai, qu'on trouve déjà chez Platon. Il y a cette idée chez les philosophes que le bien dans la morale ou la religion, c'est un peu l'équivalent du vrai dans les sciences ou dans l'amour de la sagesse, peu importe, et c'est un peu l'équivalent du beau en esthétique. Et ça, on le retrouve chez les grands philosophes, y compris jusqu'à Hegel. Hegel dit, dans l'esthétique, l'œuvre d'art n'est pas seulement quelque chose de beau à déguster, ça a à voir avec la vérité. Alors, le mot art savant, moi c'est celui qui aurait mon goût actuellement. Bon, ça a une signification, notamment par rapport à une autre notion. Il faut revenir à la crise de la culture. Crise de la culture, ça veut dire aussi qu'après-guerre, il va y avoir des courants qu'on va appeler contre-culturels. C'est-à-dire que puisque la raison a échoué, jetons le bébé avec l'eau du bain. Vous avez compris que la directive de la raison, il s'agit de sauver la raison contre elle-même. Tandis qu'il y a des gens qui disent non, c'est fini maintenant. Alors, des gens qui vont dire bon bah ça y est, c'est toute la Aufklärung a échoué, il faut faire quelque chose, de radicalement différent.
Ce que ne pense pas Adorno et Horkheimer. C'est-à-dire qu'eux, ils partent du principe qu'il faut conserver effectivement cette notion. Donc l'idée d'art savant, c'est qu'il y a, et ça me semble important, notamment pour les jeunes, ça a un lien avec l'éducation, c'est que si vous êtes seulement dans votre contre-culture, qui peut être sympathique, qui vous permet une transe occidentalisée, de faire tomber la pression dans une rave party de temps en temps en utilisant quelques substances, etc. Bon, vous risquez de passer à côté de cet art savant. Alors là, savant, alors excusez-moi, parce que moi je suis pas, moi vous avez compris que mes objets d'étude, c'est plutôt la saga du Seigneur des Anneaux, l'inspecteur Harry, etc. Mais peu importe. Donc, vous risquez de passer à côté, par exemple, de Picasso. Alors, sans vouloir réduire Picasso. Mais Picasso, il est contemporain alors non seulement, bon, il y a un amour de la statuaire africaine, etc., mais il est contemporain de la théorie de la relativité restreinte. Il y a dans les Demoiselles d'Avignon, qu'on pourrait appeler aussi une parataxe picturale, cette idée d'attaquer un objet sous plusieurs angles. Bon, vous savez que ça a été une grande rupture dans l'histoire de l'art. Quelque chose, alors, ça peut faire hurler ce que je vais dire, parce que je répète, je ne suis pas un spécialiste de l'art contemporain, mais il y a une espèce de tremplin, mais ce sera un peu dévalorisant pour Picasso, mais il y a en tout cas une médiation entre, moi j'ai fait l'autre fois une séance Einstein et Picasso, en sachant que Picasso n'est pas réductible à ça. Hein, il faut aussi aller voir cette ouverture vers l'Afrique, ou une Afrique parfois un peu fantasmée. Voilà. Donc, l'art savant, c'est cette idée qu'on peut, comment dire, si Adorno reste marxiste là-dessus, si on prive un public populaire de ce qu'il appelle de nouvelles expériences, si on le maintient grâce aux industries culturelles dans un certain nombre de sous-contre-cultures, ben effectivement, il va passer à côté de ces œuvres qui lui permettraient finalement de créer, de tisser des liens en réseau entre art, science, morale, etc. D'ailleurs, bon, moi je ne suis pas un spécialiste de l'art contemporain, mais je suis un honnête homme, donc je suis allé à l'exposition Soula, je vais à l'exposition Basquiat, je suis allé aux expositions Picasso. Vous pouvez remarquer qu'elles font le plein. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui y va. Qui y va? Et pourquoi? Ça veut dire qu'il y a certaines catégories de la population qui se précipitent dans ces expositions. Et puis, dans les collèges, vous avez nos collègues qui continuent à ramer quand ils veulent parler, alors même pas de Picasso, de Balzac, etc., etc. Donc, il y a, si vous voulez, c'est ça que comprend Adorno, il y a un enjeu, il ne faut pas oublier qu'il est marxiste, il y a un enjeu culturel important, c'est que ces industries culturelles, ces industriels de la culture vont, et là ça n'a plus rien à voir avec art et industrie populaire, vont cantonner une partie de la population, la plus populaire éventuellement, dans ces variétés, dans ce type de cinéma, dans un type de littérature, heroic fantasy, ça peut être sympathique, mais surtout c'est souvent très mal traduit en français. Vous avez des jeunes qui ne sont nourris, littérairement, que de traduction d'heroic fantasy. Je n'ai rien contre l'heroic fantasy. Si en même temps on lit Balzac, tant mieux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Adorno est un universitaire, donc c'est quelqu'un quand même, voilà, c'est quelqu'un qui est quand même dans une tradition, mais qui a compris qu'effectivement, d'où la notion, effectivement, d'art authentique. L'art authentique, c'est je dirais que c'est pas une catégorie, c'est un scud. Il s'agit de dire, par exemple, moi c'est aux publicitaires, non messieurs, vos objets ont une dimension esthétique incontestable. Vous avez bien été dans les mêmes écoles d'art, vous avez été aux Beaux-Arts, à l'école du Louvre, vous avez été, bon, où vous voulez, mais vous faites, puisque ma discipline c'est la communication, vous faites des objets, un peu comme dans l'entertainment, dont on parlait tout à l'heure, des objets qui sont à la fois communicationnels, etc., au service d'une entreprise. C'est tout à fait honorable, ça permet de nourrir sa famille correctement, mais il ne faut pas tout confondre. Alors d'autant que, si on prend la publicité par exemple, moi je ne suis pas publiphobe, hein, c'est pas ça le problème, mais Adorno dit on ne peut pas tout confondre, parce que pour lui, alors ça il faut le dire aussi, la publicité est le modèle des industries culturelles. Donc ce qu'il dit, c'est que effectivement, à un moment donné, non, il y a bien dans un spot publicitaire une dimension esthétique, mais ce n'est pas de l'art. C'est autre chose. Je ne sais pas si je suis un peu clair. Donc, vous voyez, il y a même un enjeu culturel, mais aussi un enjeu d'éducation. Oui ?